On peut commencer? Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette présentation de OnCloud / Nextcloud. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est l'outil OnCloud qui a été forqué récemment en Nextcloud. Et brièvement, comment l'installer? C'est très facile à installer sur une machine personnelle. Assez succinctement, parce que on ne peut pas tout montrer, mais je vais vous montrer les principales fonctionnalités de ce que ça permet et en application dédiée et en outil de collaboration, ce que ça permet. Et puis ça sera déjà pas mal en fait. Juste un petit rappel historique. Là je suis sur la page de Wikipédia sur OnCloud. OnCloud il est apparu en 2010. Ils ont commencé le développement un peu avant, mais il est apparu en 2010 en version stable. Ça a été fait par une équipe d'anciens de KDE qui se sont basés sur ce que faisait justement Dropbox. Ils voulaient un outil concurrent à Dropbox, mais libre, parce qu'ils savaient très bien que Dropbox c'est pas libre, et puis ils ne savaient pas ce que c'est stocké chez eux, ils ne savaient pas du tout ce que fait Dropbox avec leurs données. Donc ils ont voulu faire ça de leur côté, et ils ont décidé d'utiliser le langage PHP, donc avec une plateforme web classique comme se fait encore maintenant, du Apache, MySQL, PHP. Et puis c'est devenu OnCloud, et ça a pris beaucoup d'ampleur dans le domaine du libre, parce que c'est un logiciel qui est maintenant très connu, qui permet de s'abstenir de beaucoup d'outils propriétaires comme ce que propose Google, Apple et d'autres dans le domaine justement dans les données personnelles, et que après c'est une question de goût. Est-ce qu'il arrive à la cheville des concurrents ou pas? En ce qui me concerne, pour les fonctionnalités que j'attends de cet outil-là, c'est largement au-delà de mes espérances. Même quasiment sûr que ça correspondrait aux besoins de la majorité des gens, mais ça n'a pas la force marketing des Google, Apple, des GAFAM, donc on ne joue pas dans la même cour, mais ça reste quand même un outil très puissant, puis je vais vous montrer, très, très simple à administrer. Disons qu'il a une facilité d'échelle assez déconcertante. On peut très facilement l'administrer pour soit tout seul ou pour une petite structure comme une famille ou une PME, mais on peut également l'installer, le configurer pour qu'il soit accessible à des structures beaucoup plus grosses comme des grandes entreprises ou quoi. Ça c'est déjà fait. Il y a beaucoup, par exemple, d'universités en Europe qui ont déployé des OnCloud ou des Nextcloud dans leur infrastructure pour permettre à leurs employés et leurs étudiants de se partager des données. Et donc voilà. Donc OnCloud, en 2010, ils ont créé, à côté de la structure libre, ils ont créé une compagnie privée qui s'appelle OnCloud.com, dans laquelle ils proposent l'installation et la maintenance d'instances OnCloud et le développement d'outils spécifiques sur OnCloud pour les clients qui payent. Et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin, parce que OnCloud permet également, est une plateforme de développement qui permet de rajouter des outils, des applications basées sur la plateforme OnCloud, et donc permettre la collaboration des applications OnCloud entre elles, qui apparemment est assez simple. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas allé jusque-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas en 2016, il y a eu un conflit d'intérêt, il y a eu un conflit dans l'équipe OnCloud entre les développeurs qui étaient dans la communauté libre et l'entreprise OnCloud, et ça a donné qu'il y a eu un fork qui s'est appelé Nextcloud, qui ont repris exactement le même code. Ils ont vraiment forqué, ils ont juste changé le nom et le logo, mais ils reprennent à partir de là. Pour l'instant, au niveau fonctionnel, les différences sont très minimes, voire inexistantes. On peut utiliser beaucoup
d'applications de l'un vers l'autre, ça ne se voit absolument pas, mais il y a fort à parier que bientôt les différences seront trop importantes pour que les deux outils soient interconnectables. En tout cas dans une certaine mesure, parce qu'ils se basent toujours sur des protocoles et des standards ouverts, comme WebDAV, comme CalDAV, CarDAV et d'autres standards pour permettre l'échange de données avec des outils tiers ou avec des applications tierces. Il va donc voir dehors, c'est pas un taxi qui est là. Alors, on va commencer par vous montrer brièvement à quoi ça ressemble un Nextcloud. Je vous montre, je suis parti de Nextcloud, la dernière version, je crois que c'est la 11.1, quelque chose. Par respect en fait avec l'équipe de développement, l'équipe qui a quasiment en énorme majorité, ils sont partis de OneCloud pour aller dans Nextcloud. Donc par respect pour leur travail, moi je vous montre ce que c'est Nextcloud et comment on l'installe et comment on l'utilise, mais si ça vous tente d'installer OneCloud à la place, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Une application OneCloud dans le web, ça se présente comme ça. Vous voyez au centre le payload, les données utiles de l'application. Sur la gauche, il y a toujours un petit menu et en haut, le bandeau audio qui permet d'accéder à toutes les applications que vous avez installées. Donc là, ici, pour la démo, j'ai installé les principales et les plus connues, notamment le serveur de fichiers, c'est celui qui vient de base avec le serveur Nextcloud, avec l'application Nextcloud. Mais il y a également le carnet d'adresses qui s'appelle Contact, l'agenda, Galerie qui permet de visionner des photos, Mail qui est un client Mail qui est apparu l'an dernier dans la suite. Et puis player audio favori pour sauvegarder des URL, des bookmarks ailleurs que dans son Mozilla ou son Chrome, sauvegardé par des applications tierces. Note pour saisir des notes de ce qu'on veut, n'importe quoi, et puis tâches pour des listes de tâches à exécuter. Donc voilà. L'application fichier, et je ne vais pas vous montrer quoi faire. Je ne vais pas vous expliquer en détail, vous voyez bien comment ça fonctionne, des dossiers, des fichiers, les icônes qui représentent, quand ils le savent, ce que représente le fichier. Et le serveur de fichiers est déjà interconnecté avec avec les applications qui sont disponibles dans Nextcloud, avec notamment un lecteur, le lecteur PDF de Firefox en l'occurrence. On a également un lecteur vidéo intégré qui en fait fait simplement lit la vidéo mais à l'intérieur de votre navigateur. C'est pas du tout lu côté serveur, c'est vraiment lu côté client. Et de la même manière un lecteur audio qui permet de lancer n'importe quel fichier audio si ça vous tente d'en avoir un. Ça va pas jusqu'à les lecteurs audio ou vidéo ne vont pas jusqu'à faire des lecteurs multimédia complets comme sont proposés par d'autres outils. C'est vraiment de manière succincte, mais ça permet de résoudre certains problèmes facilement. Les photos, par exemple, on a un outil de visionnage de photos intégré qui est pareil, il est très succinct, mais il est assez efficace. Il ne permet pas de classer les photos, il ne permet pas de les taguer, il ne permet pas de faire les belles choses que font les outils dédiés aux photos, mais c'est pareil. D'une part, on peut imaginer que quelqu'un aura envie de développer une application tierce pour ce genre de besoin-là, et d'autre part, on peut interconnecter, si on partage si on utilise des fichiers locaux dans OneCloud pour les deux besoins différents, ça peut marcher sans aucun problème. Donc, le gros avantage de OneCloud, c'est la collaboration, c'est le partage de fichiers
de ce qu'on sauvegarde en fait dans le cloud. Et ce qu'on voit par exemple avec le petit icône dans cette colonne-là, là on voit par exemple que j'ai partagé le manuel Nextcloud. Pour partager un fichier, en fait, il y a juste à cliquer sur l'icône et on spécifie simplement avec qui on veut partager ce fichier-là ou ce dossier-là. Ça marche pour les dossiers, les sous-dossiers et ainsi de suite. On peut partager avec des personnes en particulier, on peut leur dire qu'ils peuvent modifier ou pas le fichier. On peut également partager avec des groupes, puisqu'il y a une gestion de groupe dans les utilisateurs du cloud. On peut partager aussi avec un lien public, ce qui permet à n'importe qui n'ayant pas de compte en cloud sur votre machine d'accéder au fichier du moment qu'il a l'URL. Et on a juste à copier l'URL et puis à envoyer cette URL-là aux personnes qu'on souhaite voir accéder au fichier. Et puis ils y ont accès dans leur navigateur comme tout le monde. On peut, si on souhaite, protéger avec un mot de passe et spécifier une date d'expiration pour les liens publics. C'est quand même c'est facile à utiliser et ça se veut quand même assez sécurisé pour les gens comme moi qui n'ont pas envie de se compliquer la vie pour partager par exemple les photos de ma fille qui a 6 mois et que j'ai pas envie d'envoyer des emails toutes les semaines à la famille en disant regardez comme elle fait ses dents, mais je me contente de déposer les photos dans un répertoire que j'ai identifié et puis les gens de ma famille accèdent à ce dossier-là par Nextcloud Cloud et puis le dossier est mis à jour voilà, dès qu'il y a une nouvelle photo ils y ont accès comme ça. Est-ce qu'il y a un historique des gens qui y accèdent ou des adresses? Non. Il y a moyen d'avoir accès il y a moyen de savoir combien de fois ça a été accédé, mais dans la mesure où c'est un lien public, même si je l'ai protégé par mot de passe, je peux juste savoir quelles ont été les adresses IP qui ont accédé, mais je ne peux pas savoir quelles sont les personnes qui ont accédé, par exemple. Et si jamais la sécurité... si pour une raison ou une autre, je trouve que le lien a disparu dans la nature, je peux en régénérer un autre et puis renvoyer aux personnes en disant voici le nouveau lien pour les photos, n'utilisez plus l'ancien. Donc voilà. C'est vraiment, c'est ce que j'entends par c'est accès à la fois pour les petites structures et pour les grosses structures parce que ce genre de besoin peut être il existe ce besoin pour les petits groupes comme les familles, les amis, les associations, les petites PME ou quoi. Et les grosses structures qui ont des besoins plus larges, ça s'adapte également à leurs besoins à eux, puisque le partage par groupe, par contrôle d'accès, les contrôles d'accès sont assez, peuvent être faits de manière assez fine. Donc c'est très pratique pour ça, en fait. Je vais vous montrer maintenant l'outil de carnet d'adresses qui s'appelle Contact. Il permet donc c'est un carnet d'adresses classique où on crée des fiches de personnes avec les informations qui nous intéressent, adresse, courriel, anniversaire, date de décès, ah oui c'est intéressant ça, nom complet, site web, téléphone, etc. Et puis en fait à l'interne, le carnet d'adresses est basé sur le standard CARDAV, qui est un standard de fiches de carnet d'adresses électronique qui contiennent toutes les données qui nous intéressent pour un carnet d'adresses. Et c'est de cette manière-là que sont échangés qu'on peut partager le carnet d'adresses avec d'autres outils tiers. Et c'est là où c'est pratique, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, c'est que le carnet d'adresses en cloud ou Nextcloud est utilisé, moi je l'utilise sur mon téléphone Android et sur mes tablettes et sur Thunderbird également, via les applications tierces. Et donc mon carnet d'adresses Android est entièrement synchronisé avec mon carnet en cloud et inversement, et donc ça me permet d'avoir le même carnet d'adresses sur tous mes devices sans avoir à l'exporter régulièrement, à réimporter des fichiers. Et puis surtout la sauvegarde est centralisée quelque part, qui si on fait ça fait des backups régulièrement et tout, donc on s'assure que si on perd une machine, par exemple, on n'a pas à réinstaller tout, on ne perd pas de données puisque tout est toujours synchronisé régulièrement. Pour vous, non, je ne peux pas vous montrer là, mais en tout cas le carnet d'adresses est utilisable sur d'autres
d'autres plateformes. Pour ceux qui veulent, s'il y en a que ça intéresse, de savoir quels sont les outils, qu'est-ce qui permet de les rendre compatibles, j'ai noté par exemple que pour Thunderbird, c'est un plugin qui s'appelle Sogo Connector. Et pour l'agenda, le plugin, il est inclus, en fait, c'est Lightning qui est maintenant inclus dans Thunderbird depuis la nuit des temps. Et donc ça permet d'avoir, ça permet de cette manière-là de se partager son carnet d'adresses entre différentes machines. On peut évidemment, de la même manière qu'un fichier, on peut partager aussi un contact si on le souhaite. Je ne sais plus où c'est, comment on fait ça. Non, c'est le carnet d'adresse, pardon, qu'on peut partager. Le carnet d'adresse est partageable avec. Par contre, lui, il est partageable uniquement avec des utilisateurs ou des groupes en cloud. On ne peut pas l'utiliser avec un lien public, c'est interdit justement déjà pour des questions de praticité et puis de sécurité aussi. C'est un choix qu'ils ont fait. L'agenda ressemble énormément aux agendas que vous connaissez dans sa version en cloud, Nextcloud. On peut créer autant d'agendas qu'on veut, on peut les partager également. Et on peut importer, exporter des agendas, et puis ça permet de la même manière de le synchroniser avec d'autres applications tierces qu'on utilise sur d'autres machines. C'est vraiment fait pour, et ça a été vu comme ça au départ. Ils prennent les développeurs d'OnCloud, Nextcloud prennent beaucoup de temps à développer l'interface graphique de l'application web et des clients qui proposent eux-mêmes, comme les clients Nextcloud. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, la partie serveur, elle est stable, elle est robuste et elle est relativement simple. Parce qu'elle est basée sur des protocoles simples et connus de tous. Donc, ils n'ont pas à passer beaucoup de temps sur le développement de la partie serveur, mais vraiment, c'est plus sur la partie client. Ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, ça leur permet également de créer des outils tiers comme le client mail qui est apparu l'an dernier, qui permet de connecter un compte email qu'on a. Si j'ai bien compris, ça permet de connecter soit un compte POP, soit un compte IMAP. Donc, ça veut dire qu'à date, ça ne permet pas de connecter son compte Gmail ou Yahoo ou autre chose, parce que ces gens-là ne reposent pas sur des outils libres, en tout cas publics, avec des standards publics. Donc, mais ça permet en tout cas de lire ses emails dans cloud sans avoir à ressaisir son mot de passe à chaque fois. Ça sauvegarde le mot de passe de son compte mail dans la base de données en cloud, dans son profil personnel. Donc il y a toujours un risque de ce côté-là si on se fait voler la base de données parce qu'on peut retrouver le mot de passe. Mais ça, c'est plus une question d'infrastructure que de l'outil en lui-même. Les tâches permettent, tout ça, je peux vous montrer brièvement comment ça fonctionne, mais les mots de passe sont sauvegardés en cloud. Les mots de passe sont sauvegardés dans le profil de l'utilisateur en cloud qui, dans les faits, est dans la base de données MySQL. Mais en clair, c'est pas une encryption universelle. C'est encrypté, c'est même salé, ce qui fait que migrer un serveur en cloud sur une autre machine, c'est pas si simple que ça. Mais il n'empêche que si on récupère tout le contenu du serveur, on peut décrypter les mots de passe, tout ce qui est sauvegardé, sécurisé. Il permet même, d'ailleurs, OnCloud fait l'encryption côté serveur des fichiers si on lui demande. C'est une application qui est apparue il y a longtemps maintenant, un plugin externe qui permet d'encrypter tous les fichiers ou quelques fichiers, je ne sais plus comment c'est fait exactement, côté serveur. Et donc là, ça permet de la même manière que si pour X raison on se fait voler les fichiers du serveur en cloud, sans la clé AES qui permet de décrypter les fichiers ou Blowfish, je ne sais plus ce qu'ils utilisent, ça permet de sécuriser ça. Et c'est transparent pour l'utilisateur puisque l'encryption se fait côté serveur, donc ce qui est transmis à l'utilisateur c'est quelque chose de clair, c'est un fichier en clair. Cela dit, pour la petite histoire, moi j'avais essayé ça quand c'était en bêta à l'époque, il y a 3 ans à peu près, et ça avait plutôt mal marché vu que ça m'avait encrypté tous mes fichiers, même
ceux que j'avais pas demandé d'encrypter. Donc j'ai passé un temps fou à restaurer tous mes fichiers un par un, heureusement qu'il y avait l'historique. Mais j'ai plus voulu le réutiliser depuis, en disant que si c'est sur ma machine personnelle à moi que j'administre tout seul, c'est déjà sécurisé. Mais si c'est sur un serveur partagé ou public, c'est une méthode qui doit être envisageable. Voici un bref aperçu des applications qui sont disponibles dans OnCloud. Alors ça, c'est celles qui sont activées. J'en ai activé quelques-unes en plus, mais déjà par défaut, il y en a beaucoup qui sont activées. Parmi les plus connus, ça permet par exemple de se connecter à un serveur LDAP pour toute la partie authentification, ce qui est très pratique si vous avez déjà, comme je disais, si vous êtes une structure petite ou moyenne et que vous avez déjà un serveur LDAP comme justement un compte Microsoft, une application Microsoft Active Directory par exemple, qui est du LDAP au fond. Ou un serveur OpenLDAP comme j'ai chez moi, et bien ça permet de ne pas avoir à créer des nouveaux utilisateurs et de devoir synchroniser les mots de passe quand ils sont changés. Tout ça est fait par le serveur LDAP et puis OnCloud se connecte simplement à lui. Et donc nous avons sur la gauche tous les menus et les différentes catégories d'applications disponibles. Il y en a vraiment, je ne vais pas toutes vous les décrire, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça permet, certaines sont assez simples, assez minimes et rendent un petit service mais le rendent bien. D'autres sont plus grosses comme justement l'outil le client mail ou le client de contact, de carnet d'adresse, d'agenda. Mais ils sont tous inclus dans cet environnement, dans l'environnement OnCloud, Nextcloud en entier. Donc c'est très pratique à utiliser et c'est à peu près aussi simple que de cliquer sur activer justement pour que la fonctionnalité soit disponible immédiatement. On peut également installer d'autres applications tierces manuellement. Il suffit simplement de copier le contenu du répertoire du fichier TARGZ dans le répertoire dédié dans l'application OnCloud et il devient disponible dans l'application, on n'a plus qu'à l'activer manuellement. C'est vraiment c'est beaucoup trop facile pour les gens, donc c'est pour ça qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, brièvement aussi, j'ai parlé des fichiers, du partage de fichiers, qui est l'application originelle, la mère de toutes les applications pour OnCloud. C'est là-dessus qu'ils sont partis, donc c'est là-dessus qu'ils ont mis le plus d'énergie, ça s'est vu, parce qu'il y a un client, les clients desktop et mobile sont uniquement les clients de partage de fichiers qui permettent de synchroniser les fichiers entre les différentes machines. Donc on peut avoir, si on installe l'application OnCloud sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur et ainsi de suite sur toutes ces machines, on peut comme ça synchroniser un ou plusieurs répertoires entre ces machines-là de manière à peu près aussi simple que le voudrait qu'on le ferait avec Dropbox ou avec les outils Drive de Google et ainsi de suite. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé les applications tierces parce que j'en ai jamais ressenti le besoin. J'ai toujours préféré les montages SSH, FS et compagnie pour accéder à mes fichiers depuis l'extérieur. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai bien voulu m'installer et configurer les serveurs comme il faut. Mais voilà, pour un utilisateur lambda, c'est quand même assez pratique. Et il paraît que depuis quelques années, maintenant, c'est devenu stable et on ne perd plus ces fichiers. Ce qui n'était pas le cas au début. Voilà, la petite anecdote. Que même les développeurs un des développeurs d'OnCloud me disait lui-même, moi j'utilise encore mon code Dropbox parce que j'ai perdu beaucoup trop de fichiers avec OnCloud. Mais bon, c'est pas bien. Je constate que les applications mobiles fonctionnent maintenant assez bien et donc je peux conseiller de les utiliser sous toute réserve que je ne vous ai pas dit que ça marchait à 100%. Voilà, brièvement pour la présentation de l'outil. Je vous ai montré uniquement la partie web, mais imaginez que c'est à peu près aussi, ça s'utilise à peu près de la même manière avec des outils tiers. Si vous connaissez les outils dont j'ai parlé, comme Thunderbird, comme
Thunderbird justement, ou les téléphones Android ou quoi, ça ne changera rien justement dans votre utilisation quotidienne de votre téléphone ou de votre lecteur Thunderbird. Et ça sera en plus l'avantage d'être synchronisé et sécurisé sur un serveur en cloud. Alors, comment on fait pour installer un serveur en cloud? Alors, il y a différentes manières de l'installer. On peut, comme le propose Nextcloud on Cloud, on peut utiliser des providers, des fournisseurs de services Nextcloud. Ils sont nombreux et ils ne sont même pas tous présents parce que, évidemment, il y a beaucoup de fournisseurs qui le proposent mais qui ne sont pas dans cette liste-là. Et puis, c'est très simple également d'installer Nextcloud sur un serveur sur lequel on a les droits d'installer des nouvelles applications. Et la plupart, comme c'est une application PHP standalone, quoi, ça demande un serveur de base de données derrière, mais ça s'utilise également avec SQLite. Cela dit, pour utiliser SQLite dans d'autres contextes, moi je recommande toujours un serveur de base de données MySQL qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus robuste pour ce genre de cas, parce qu'un serveur, SQLite c'est pas un serveur, c'est un fichier qui est géré comme une base de données par l'application, mais ça reste un fichier qui est corruptible et qui a ses défauts, quoi. N'empêche que si vous voulez installer un serveur en cloud, vous avez juste à télécharger l'archive en zip ou en tarbz2. Vous décompressez cette archive-là dans le répertoire que vous souhaitez, soit dans le /var/3w HTML, soit dans un autre répertoire. Ça c'est l'administration Apache, ou Nginx, on va pas détailler ça. Simplement installez-le dans un répertoire accessible par le serveur web et lancez simplement l'application Nextcloud en allant sur son URL. Donc là, j'ai installé l'autre jour un Nextcloud tout propre, tout neuf, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois installé. Et pour vous montrer qu'est-ce que ça donne avant l'installation, en fait, c'est ça, on parle à l'application, que j'ai appelée Nextcloud Linux. Cette application-là demande au départ de donner un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sera l'administrateur de la machine, qu'on peut changer après coup, si on veut utiliser LDAP par exemple. Il demande où mettre le dossier pour les données. Par défaut, il propose le sous-répertoire data de votre répertoire Nextcloud. Et également, il demande la base de données, le chemin d'accès pour la base de données. Comme j'ai sur ma machine, j'ai juste le module PHP MySQL. Je n'ai pas le module PHP SQLite, il me propose uniquement MySQL pour l'installation. Mais si j'avais SQLite, il me proposerait aussi. Donc là, soit on rentre un compte utilisateur qu'on a créé dans son MySQL pour l'occasion, pour l'installation de Nextcloud, soit on lui donne le mot de passe root et lui-même il va créer la base de données Nextcloud. Il fait l'un ou l'autre, et si on lui donne le mot de passe root, évidemment il ne va pas sauvegarder le mot de passe root, mais il va créer un utilisateur et avec un mot de passe que vous ne connaîtrez pas d'ailleurs, et que lui seul connaîtra, et de cette manière-là vous pourrez accéder, il saura accéder tout seul, il accédera tout seul à sa base de données avec son utilisateur qu'il aura créé. On clique sur Finish Setup et pas longtemps, selon la rapidité de votre machine, mais vraiment pas longtemps après, vous avez un serveur Nextcloud disponible dans lequel vous n'avez plus qu'à l'administrer. L'administration est relativement simple à comprendre quand on connaît ce genre d'outils. Je sais pas, si on s'adresse à des débutants, ça peut être quand même assez obscur à comprendre puisqu'il y a des termes abscons. Mais déjà, on peut utiliser, c'est traduit dans beaucoup de langues, dont le français, de manière très efficace. Donc, ce sera au moins des mots que vous comprendrez. Et en plus, vous avez une longue liste d'applications supplémentaires que vous pouvez installer pour répondre à vos besoins à vous.
La manière, par exemple, pour gérer les utilisateurs, donc comme je le disais, c'est dans cet écran-là, vous voyez, c'est très simple. On donne un nom d'utilisateur, on lui donne un mot de passe, on lui donne éventuellement les groupes dans lesquels on veut qu'ils soient installés. Il demande souvent, quand on fait des étapes d'administration, quand on fait des tâches d'administration, il demande souvent de retaper le mot de passe de l'administrateur pour éviter le piratage ça doit être une fonctionnalité qui a été demandée. Et donc, vous voyez, donc moi j'ai créé des comptes pour ma famille, Britney, Céline et Shakira. Et chaque membre de ma famille a un mot de passe, un login et un mot de passe dédié. Appartient à des groupes ou pas. Shakira n'est dans aucun groupe parce qu'en fait elle ne fait pas partie de ma famille, alors que Britney et Céline le font. C'est juste une question de voix, c'est pas une question de prénom. Et pour chacun aussi, on peut donner un quota d'espace disque disponible. Par défaut, c'est illimité, mais on peut donner 1, 5, 10 ou autant qu'on veut en fait. On peut rendre des utilisateurs administrateurs de un ou plusieurs groupes, ce qui leur permettra justement de rajouter des membres d'autres utilisateurs dans ce groupe-là ou pas, ou d'en supprimer également. Ça, c'est la partie justement administration, facilité d'administration pour les petites et moyennes structures. Quand on est dans les grosses structures, là, c'est plus, en général, c'est plus des serveurs LDAP qui sont utilisés pour l'authentification. Donc là, c'est les serveurs LDAP, justement, la connexion avec le serveur LDAP va jusqu'au niveau des groupes. Donc on peut également, dans son serveur LDAP, créer des groupes, donner tel membre, dire que tel membre est administrateur de tel groupe, et ça sera visible dans Nextcloud. Et puis les administrateurs d'un groupe pourront administrer le groupe dans Nextcloud également. Il y a une aide disponible qui explique tout ce qui est faisable. Et puis je pense que ça peut être tout. J'ai fait le tour, j'ai l'impression d'avoir parlé très vite, mais je crois avoir fait le tour de ce qui est disponible. J'avais prévu quelques pages pour détailler certains aspects, donc justement si on allait me poser la question, c'est quoi la différence entre Nextcloud et Nextcloud. Récemment, donc, on a posé la question sur des forums en ligne, et grossièrement, ils ont à peu près, les deux ont à peu près les mêmes fonctionnalités, mais la grosse différence en fait qui a poussé le fork, c'est que OnCloud, le noyau d'OnCloud est open source, mais les fonctionnalités d'entreprise sont en format propriétaire. Donc c'est ce qui a poussé Frank Karlitschek, le fondateur d'OnCloud, le premier qui a eu l'idée de quitter l'entreprise et de fonder une nouvelle entreprise à côté qui correspondrait plus à ses idéaux à lui. On peut, pareil, pour une petite parenthèse, si vous êtes habitué à accéder à vos fichiers directement depuis le système de fichiers, il y a l'outil mount.davfs qui permet de monter un fichier WebDAV qui est le format exporté des fichiers OnCloud, de Nextcloud à l'extérieur. Donc vous pouvez accéder de manière totalement transparente, modulo la lenteur que provoque ce système-là, parce que c'est quand même des fichiers échangés par le réseau et volontairement. C'est le protocole HTTP qui est derrière, donc c'est pas super rapide pour des échanges de petits fichiers ou même de gros fichiers. C'est pas la meilleure solution. Mais, c'est une possibilité que vous avez. Les dépendances, j'en ai pas parlé quand je parlais de l'installation, mais les prérequis pour avoir une machine, un serveur OnCloud, c'est un serveur web comme Apache ou Nginx. Le langage PHP minimum 5.6 pour la dernière version de Nextcloud, mais apparemment c'est beaucoup mieux avec un PHP 7 et suivant. Un serveur de base de données, donc MySQL ou SQLite. Postgres. C'est pas installable sous Postgre, malheureusement.
J'ai vu MariaDB. C'est MySQL, ça. MariaDB, pareil. MariaDB, c'est un fork de MySQL. C'est un peu une situation similaire. C'est un peu la même situation. Mais c'est pour d'autres raisons, mais ça a donné les mêmes effets en fait. Et également les modules PHP prérequis pour l'installation dans le cloud. Donc j'ai noté c'est zip, XML, MVString, GD pour les images, curl pour accéder, pour faire des requêtes HTTP sortantes, puis MySQL ou SQLite, et puis LDAP. Il est obligatoire à l'installation, encore que, donc il n'est pas obligatoire à l'installation, mais évidemment il est obligatoire si on veut utiliser la connexion LDAP avec son serveur. Et il est très probable que d'autres applications tierces dans le cloud nécessitent des modules PHP ou même des applications extérieures disponibles. Mais ça, c'est en lisant la documentation de chaque application qu'on le saura. Quelque chose que je n'ai pas présenté non plus, je voulais en parler, mais je ne l'ai même pas installé, c'est que OnCloud permet, dans le web, de manipuler et de s'échanger des fichiers LibreOffice via une application tierce. Alors là, ça nécessite une application installée sur le serveur OnCloud qui s'appelle, que je ne l'ai pas noté évidemment, Collabora. Hein? Collabora. C'est Collabora Online, Ouais, c'est ça. Tu l'as, t'as la table, en haut, tu peux laisser dans l'envie ouvert. Ah ben voilà. Ça. Collabora Online, merci. Qui permet donc d'utiliser des outils de LibreOffice sur son serveur en cloud, Nextcloud. Et je ne sais pas par contre, j'ai jamais essayé ça parce que j'en ai jamais eu besoin. Donc je ne sais pas quel est le niveau de complication que ça implique et quelle est l'efficacité de ce genre de choses. Cela dit, je sais qu'ils le vendent justement, la compagnie Nextcloud le vend comme ça fait partie de leur offre qui est bien mise en avant en disant qu'on fait le partage de fichiers, Office avec Collabora. Donc j'ose imaginer que c'est assez stable et que c'est assez efficace. J'ai déjà essayé, c'est une image Docker que tu mets sur ton serveur, puis ça s'intègre avec Nextcloud et avec d'autres produits également. Donc tu vas sur un fichier LibreOffice et tu dis ouvre-le avec Collabora Online, qui est comme un Google Docs un peu. Voilà. Donc c'est encore, la maturité, ça s'en vient. C'est utilisable, mais c'est pas comme l'équivalent de Google Docs là, du tout. C'est encore jeune, le projet, comme 2 ans maximum, je pense. Donc c'est vraiment compliqué à faire, mais c'est vraiment intéressant. Moi, c'est sûr que je vise beaucoup parce que ça permet d'éditer les fichiers en même temps. Donc, tu n'as pas de check-in, check-out ou de conflit de partage ou rien. Donc, c'est très prometteur, mais pour l'instant, c'est encore pour ceux qui veulent. Justement, comme le ferait un Framapad aussi, par C'est exemple. ça, un Framapad. Ce Framapad est plus avancé. C'est le Framapad off, et des tableaux, par exemple. Et puis installé et administré par vous. Et puis voilà, c'est l'avantage d'avoir des outils libres dans une infrastructure qu'on maîtrise. C'est ça le gros avantage. Alors que Framapad, même si on connaît Framasoft et qu'on adhère aux mêmes idéaux, ça reste un fournisseur tiers sur lequel on n'a pas le contrôle. Donc si on veut l'utiliser pour des données sensibles, même eux ils recommandent de ne pas utiliser leurs produits de toute façon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des interrogations? Et on peut télécharger en français? On peut le télécharger en français, on peut même, en fait, on le télécharge. On télécharge l'application tout court et built-in déjà installé, il y a déjà toutes les langues disponibles. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est dans l'onglet personnel, puisque chaque utilisateur peut sélectionner la langue qu'il souhaite. Okay. Et donc, les langues disponibles, voilà, il y en a une liste assez longue. Portugais, hein? Ouais, non, mais islandais, tchèque, des langues, il y a peut-être même du klingon si quelqu'un s'est amusé à le faire. Pour avoir vu justement, pour avoir collaboré brièvement avec les développeurs d'OnCloud à l'époque, c'est un logiciel libre, mais ils ont une infrastructure c'est une équipe de développement qui collabore de manière super efficace avec des outils de tests unitaires, justement de traduction faites exprès
pour la collaboration et tout, c'est très efficace et les développeurs, enfin c'est pas que des développeurs justement, l'équipe qui participe au projet fait souvent ça. Donc les traductions en général, moi dès que j'ai rajouté des nouvelles strings, des nouveaux messages en anglais, c'était toujours en anglais que je le faisais. La semaine après, tu avais déjà toutes les traductions, 80% des traductions qui étaient faites, parce qu'il y en a qui voient juste, c'est fait de manière assez simple, n'importe qui, sans forcément avoir à ouvrir un compte. Ils vont sur le fichier des traductions et leur qu'est-ce qui n'est pas traduit, tiens, je vais traduire ça. Ça leur prend 5 minutes et puis après ils vont rejouer à Angry Birds. C'est pas le plus compliqué dans leur vie en fait. Voilà. Vous voyez obtenir des applications de synchronisation de fichiers, est-ce qu'ils sont disponibles? On voyait Google Play, tout ça, hein, mais est-ce qu'ils sont disponibles ailleurs, les applications? Google Play. Ils sont disponibles sur. Supposons que tu n'as pas de Google Play, non? Si tu n'as pas Google Play, c'est disponible aussi sur F-Droid. Okay. Et tu peux également télécharger les applications. En tout cas pour Google, tu peux télécharger l'application, le fichier APK pour l'installer manuellement si tu veux sur ta machine. Okay. Ouais. À partir du site, là? À partir du site de Nextcloud. Et on peut, rien ne vous empêche aussi, tous les clients évidemment sont libres également. Le code source est tout disponible sur GitHub. Et si vous avez la volonté et les connaissances pour adapter ça à vos besoins, si vous avez d'autres besoins pour l'outil, vous êtes tout à fait libre de le faire, si la licence le permet. L'application, comme entre autres sur Google, là, elle donne quoi comme fonctionnalité? Alors c'est principalement le partage de fichiers, l'application Google. Elle permet donc d'accéder aux fichiers qui sont sur le serveur Nextcloud. On peut même voir les photos et les vidéos. Et ça permet de le partager, de sauvegarder, un peu comme on le fait avec Google Drive ou les autres outils comme ça. On synchronise avec le répertoire, avec la machine locale, on synchronise les fichiers justement. Donc, les fichiers sont téléchargés automatiquement sur le téléphone. On peut y accéder avec d'autres applications, on peut les modifier. Et puis si on les modifie, ils sont automatiquement modulo le temps que ça prend, le temps qu'on a mis pour la synchronisation. C'est sauvegardé sur la machine on cloud. Et puis les fichiers on cloud sont aussi sont historisés en fait. On a l'historique de toutes les modifications qui sont faites. Ça peut être très lourd pour certains fichiers, donc on peut paramétrer pour dire tel répertoire ou tel fichier n'est pas historisé, ou l'inverse par liste noire ou liste blanche. Mais c'est très pratique justement quand on collabore à plusieurs avec des fichiers sans avoir à utiliser d'autres outils comme Git pour gérer l'historique de ces fichiers-là. OnCloud le permet lui-même. Par défaut, sur Android, il synchronise juste les métadonnées, fait que tu vas savoir quand est-ce que quelqu'un a mis à jour, tu vas voir le temps, disons, il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, tout ça. Ouais. Mais le fichier sera peut-être, il faut vraiment que tu te demandes de le télécharger. Il faut que tu le sélectionnes en étant synchronisé avec ta machine, mais il sera synchronisé automatiquement. Si tu as au préalable dit ce fichier-là, je veux le synchroniser avec ma machine, après tu n'as pas à venir dans l'application pour le synchroniser manuellement, c'est fait. C'est juste qu'il faut que tu le demandes pour chaque fichier, contrairement à l'application desktop qui, elle, par défaut, va synchroniser tout ce que tu as sélectionné. Elle, il faut comme que tu le spécifies par défaut, justement, elle ne prendra pas ta bande passante là, vu que c'est mobile. Ouais. Oui, et qu'en plus... Tu peux demander aussi de synchroniser, je crois, juste sur Wi-Fi. Une fonctionnalité que j'utilise, par exemple, qui est très pratique, et autant à ma connaissance, c'est le seul outil sur Android qui le permet, c'est que dès que je prends une photo avec mon téléphone et que je suis sur Wi-Fi, il upload la photo sur mon serveur on cloud. Et il peut même, avec une case à cocher, c'est un flag si on ne demande pas, il peut même effacer la photo côté téléphone, comme ça on l'a uniquement côté serveur, on cloud. Et de cette manière-là, justement, je synchronise je synchronise mes photos. En fait, je synchronise pas, je pousse toutes mes photos sur mon serveur personnel. Et puis comme ça, après, je trie, parce que en fait, mon serveur personnel, il est chez moi, c'est un NAS, il est relié à un NAS. Et ça me permet d'avoir toutes mes photos au même endroit, et puis après moi je les trie manuellement et je partage celles que je souhaite justement sur mon serveur Nextcloud. La boucle est bouclée comme ça. Donc
ça au moins c'est assez pratique. On peut évidemment, si on a plusieurs comptes Nextcloud, on peut l'utiliser pour synchroniser tous ces comptes Nextcloud si ça nous chante. Non, c'est vraiment... ça marche plutôt bien, je trouve. Ça permet même, depuis 1 an ou 2, la collaboration entre les serveurs Nextcloud si on le souhaite. En faisant partie d'une sorte de réseau, en faisant partie d'un réseau Nextcloud qui n'est pas, il n'y a pas de structure, c'est pas une entreprise ou quoi, c'est juste l'ensemble des réseaux, c'est l'application qui le permet, et puis l'ensemble des réseaux, l'ensemble des serveurs Nextcloud peuvent se partager comme ça entre eux des fichiers, des répertoires. Et là, c'est pareil, j'ai pas essayé parce que c'est pas mon but, mais apparemment ça permettrait de synchroniser, justement si on souhaite synchroniser un fichier avec quelqu'un d'un autre serveur Nextcloud, on n'a pas à lui créer un compte sur son serveur à nous, on a juste à dire je le synchronise avec tel autre serveur, tel utilisateur de tel autre serveur, et ça marche bien. Je ne vais pas assez souvent sur Nextcloud. Moi, pour la petite histoire, j'utilise encore OnCloud version 8, alors que OnCloud, ils sont déjà à la version 9 et Nextcloud à la version 11. Mais pourquoi? C'est pour une simple raison, c'est qu'il y a fort longtemps de ça, quelqu'un de très sympathique avait développé une application tierce pour OnCloud qui était un serveur Mozilla Sync, ancienne version, la version 1.1, qui permet d'avoir de synchroniser entre les différents Firefox, les carnets d'adresses, les préférences, les plugins utilisés, tout ça. Et donc j'ai utilisé ça et j'ai trouvé ça merveilleux d'avoir mon propre serveur Mozilla Sync géré sur mon infrastructure. Et malheureusement le projet il est plus maintenu, il n'a jamais été porté sur les versions suivantes de OnCloud et Nextcloud. Ce qui fait que je suis encore obligé d'utiliser cet outil-là parce que j'ai pas envie d'utiliser le nouveau Mozilla Sync 1.5 qui pour l'instant n'est disponible que chez Mozilla, chez Firefox, chez Mozilla, dans la fondation Mozilla, et que même s'ils sont gentils avec les logiciels libres, par principe, je donne pas mes données à Google, j'ai pas envie pour autant les donner à Mozilla. Donc voilà, jusqu'à ce que j'arrive à installer un serveur Mozilla Sync chez moi. Avec d'autres outils, avec d'autres applications, je reste encore sur OnCloud 8.2. quelque chose, alors que ça date de Mathusalem, c'est très vieux comme version, malheureusement. Mais par contre, les versions OnCloud et Nextcloud, les anciennes versions sont toujours maintenues pendant un certain temps, donc c'est pour ça aussi que je le fais toujours, c'est que OnCloud 8 est encore maintenu. Il sera encore maintenu pendant un certain temps par la communauté, donc je continuerai à l'utiliser tant qu'il sera maintenu. Il y a toujours des mises à jour de sécurité régulièrement qui sont appliquées. Voilà. Oui. Pour ceux qui veulent plus de sécurité sur vos données, il existe le CC-File, qui est un équivalent de Nextcloud, mais juste pour les fichiers. Lui, c'est vraiment plus juste un Dropbox. Et la différence, c'est que côté encryption, Nextcloud encrypte côté serveur, c'est bien. Mais le problème, c'est que si tu fais hacker ton serveur, c'est sûr qu'ils vont pouvoir décrypter les données parce que le mot de passe est du côté serveur. Tandis que CFile, c'est le client, c'est ton client local qui, avant de synchroniser des documents vers ton CFile, il encrypte localement. Donc, c'est vraiment du zéro knowledge qu'on appelle. Donc, le serveur ne voit jamais, ne stocke pas le mot de passe, ne connaît pas le mot de passe. Et même si tu vas avec ton client web sur ton serveur CFile personnel, tu rentres ton mot de passe, mais c'est temporaire, il ne stocke pas, donc c'est vraiment, c'est fait dans JavaScript localement, et il envoie le mot de passe après ça, avec ça, donc c'est vraiment une solution si vous mettez votre serveur chez un fournisseur que vous ne faites pas confiance à 100%, si vous le mettez en CFile, vous êtes certain que même le fournisseur ne pourra pas voir vos documents. Il ne pourra pas décrypter vos documents finalement parce que la clé reste toujours chez vous. Elle n'est pas stockée sur le serveur. C'est juste pour ceux qui sont vraiment plus, qui veulent que ça soit plus sécurisé encore. Ça s'appelle comment? CFile. S-E-A-F-I-L-E. Et j'en profite d'ailleurs pour parler de Cozy Cloud. Tout à l'heure,
Daniel a parlé de Cozy Cloud, justement, qui est un concurrent de Nextcloud. Cozy Cloud, il permet de la même manière de partager des fichiers, des agendas, enfin de partager, d'avoir un agenda, un serveur de fichiers, un carnet d'adresses distant. La grosse différence, en fait, Cozy Cloud, c'est que c'est un outil, c'est vraiment unipersonnel. Quand on a une instance Cozy, c'est pour un seul utilisateur. Alors que OnCloud est plus orienté plusieurs utilisateurs. Donc les deux outils ne s'utilisent pas de la même manière, mais j'ai entendu beaucoup de bien de Cozy Cloud, donc si ça vous tente de l'essayer, d'ailleurs une présentation de Cozy Cloud, ça serait pas mal, à la limite. Moi, j'ai déjà joué un petit peu avec Cozy Cloud. J'avais eu par contre des problèmes, ça fait un petit moment que c'est probablement réglé, mais j'avais eu des problèmes avec la base de données qui se corrompait de temps en temps. La base de données de Cozy Cloud, c'est un CouchDB, si je me rappelle bien. Donc c'est des bases de données NoSQL de documents JSON. Puis il y avait des problèmes avec la synchronisation. Je perdais des données. Cozy Cloud est basé sur Node.js et CouchDB, si je me souviens bien. Donc c'est des technos récentes par rapport à ce que fait OnCloud. OnCloud, c'est du bon vieux PHP MySQL commandé il y a 15 ans. Et pour plein de raisons, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est des technologies obsolètes. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais n'empêche que Nextcloud marche très bien, répond très bien aux attentes de ce qu'on lui demande. Il souffre d'une certaine lenteur. Parce que justement c'est du PHP MySQL, mais vous pouvez sans trop de problème l'installer par exemple sur un Raspberry Pi chez vous. Vous avez par exemple le serveur qui est les fichiers PHP qui sont sur la carte micro SD de votre Raspberry Pi et les données utiles de votre serveur qui sont, mettons, sur un disque externe, un NAS ou un autre serveur, peu importe. On peut d'ailleurs partager le fichier, utiliser des systèmes de fichiers externes. On peut carrément connecter son OnCloud avec un disque Google Drive, Dropbox, Amazon S3, ainsi de suite, ou un serveur Samba, ou une machine NFS quelque part, ou peu importe. C'est vraiment les connexions externes sont grandes, très très grandes. Donc vous n'êtes pas obligé, disons, vous n'êtes pas obligé de créer une infrastructure toute neuve et dédiée à ce besoin-là. Vous pouvez assez facilement utiliser votre infrastructure existante et y connecter votre serveur Nextcloud. Voilà, Federated Cloud, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pour fédérer les Nextcloud. En fait, je pense que si ça s'appelle Federated Cloud, c'est parce que ça permet aussi de se fédérer avec les OnCloud ailleurs. Donc, voilà. Votre info, la partie contact, agenda et tâches, c'est From Agenda, le service de From Agenda, est basé sur Nextcloud finalement. Donc vous allez avoir ces trois fonctionnalités-là si vous inscrivez à From Agenda. Et après ça, de From Agenda, vous pouvez connecter votre téléphone, votre Thunderbird, à vos contacts, calendrier et compagnie. Donc c'est quand même, c'est pas vous de gérer, mais c'est quand même mieux pour votre vie privée sur From Agenda pour gérer vos contacts. Merci. Merci beaucoup.